Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Vous êtes, je le rappelle, un éditeur financier, rédacteur de la lettre de l'investisseur sans costume. Et pour votre chronique aujourd'hui, je crois que vous avez souhaité commencer par un extrait. S'il vous plaît Clémence. Alliés à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la Victoire, environ 3 heures je crois. J'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. Eh bien, cher Clémence, j'avais peut-être 14 ans quand j'ai vu pour la première fois La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Et cette phrase terrible que vous venez d'entendre, qui ferme le film et la déclaration d'amour de Philippe Noiret, ont impressionné l'enfant que j'étais encore. Et aujourd'hui, toujours, dès que l'on se met à compter les morts d'une guerre ou d'un drame, je me prends de les faire défiler sur les Champs-Élysées en formation réglementaire. Alors la question aujourd'hui, c'est combien de jours, combien de nuits faudra-t-il que les pauvres morts défilent avant que nous émergions de l'inexpiable folie dans laquelle nous sommes plongés à nouveau? Si Tavernier conclut ce chiffre terrible, Alfred Sauvy, lui, ouvre son histoire économique de la France entre les deux guerres par 11 pages de statistiques détaillées sur les pertes humaines et matérielles de la Grande Guerre. 1 300 000 morts et disparus militaires, 250 000 pertes civiles, 1 million de mutilés, 1,4 million de sous-natalité, 55 milliards de pertes matérielles. Alors, c'est pas par nostalgie que je vous rappelle ces chiffres absolument sordides, mais plutôt par anticipation. Autant aller tout de suite aux conséquences de nos actes. 100 chars léopards allemands qui partent vers l'Ukraine sont la promesse de 1000 T-90 russes, voire des types 99 chinois en retour. 100 000 morts sur le Dniepr en annonce 1 million du Danube à la Tamise. Il ne s'agit pas de prédictions, encore moins de désirs masochistes, mais d'observations mécaniques d'un ressort que l'on tend et qui fatalement se détendra un jour. Il aura fallu à peine plus de 20 ans pour qu'on remette le couvert après la der des der. Nous avons, semble-t-il, un peu progressé. Cette fois, nous avons attendu plus de 80 ans à nouveau vers notre annihilation. La seule inconnue de taille, me direz-vous, que cela prendra. Peut-être me direz-vous que nous n'y pouvons rien si le maugre russe veut manger la gentille Ukraine, si le tsar fou déverse ses divisions à nos portes. Nous y pouvons tout au contraire, et c'est nous qui avons patiemment fabriqué notre ennemi. Il faut entendre Jacques Attali, après l'annexion de la Crimée en 2014, nous expliquer que Poutine cherchait à s'intégrer au concert des nations, à être traité en nation blanche, sont les mots d'Attali, en partenaire plutôt qu'en ennemi. Déjà à l'époque, en 2014, Attali prévenait que si nous gérions mal la crise ukrainienne, elle pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Il disait on ne peut imaginer d'isoler la Russie. C'est la pire chose qu'ils puissent accepter. Eh bien voilà, nous y sommes. Ce qui se passe devant nous a été patiemment construit depuis plus d'une décennie par le parrain américain. Alors nous pourrions égrener longuement les statistiques militaires, le nombre de chars de chacun, les cadences de production de l'industrie, les capacités d'approvisionnement en pièces et matières premières, puis la capacité de ces chars à percer les fronts en profondeur, à créer des chaudrons, les nombreuses troupes pour s'engouffrer dans ces failles, la logistique, le ravitaillement. Deux chiffres tout de même. La Russie possède à elle seule plus de chars lourds que l'Union européenne et les États-Unis réunis. Il faut 200 trains pour déplacer une seule division d'armée, et l'armée de terre en possède à peine 20. Nous ne sommes pas prêts, cela se voit comme un éléphant sur un plateau de télé. Il y a un an encore, le char d'assaut paraissait une arme obsolète face aux drones et aux robots soldats. Et aujourd'hui, il faut en livrer par centaines en Ukraine. Mais qu'importe, ici, il ne s'agit pas d'être le plus fort ou le plus gros, mais d'être le plus adaptable, un peu de darwinisme. Et le sommes-nous, justement? Ou est-ce au contraire parce que nous ne savons plus nous adapter au monde que nous faisons la guerre? Et je prétends que c'est dans cette dernière situation que nous sommes. Car s'il est des chiffres énormes de pertes, il est au contraire des chiffres de gains aussi dans toutes les guerres, quelles qu'elles soient. Et le même Alfred Sauvy, dans son introduction de son histoire économique, parle des transferts de richesses qui ont eu lieu en France pendant la guerre. Et le plus grand transfert de richesse est celui des créditeurs vers les débiteurs, des épargnants vers tous ceux à qui on fait crédit. C'est aujourd'hui le monde dans lequel on est. Et nous nous rendons compte que finalement, pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut aussi la guerre. Et si peut-être il nous semble que tout ce qui nous arrive aujourd'hui nous tombe dessus, finalement, est-ce que ce n'est pas à nous à voir
au sein même de nos sociétés, de nos populations, qui ne sommes pas en train de construire cette guerre par l'utilisation qu'on fait de notre argent, par l'utilisation par les politiques que l'on met à notre pouvoir. Et comme disait l'autre, finalement, la politique étrangère n'est jamais que la continuité de la politique intérieure. Et peut-être devrions-nous nous interroger un peu plus sur les choix que nous faisons chaque jour, parce que on vous disait la semaine dernière, il y a 15 jours, que Emmanuel Todd voyait la Troisième Guerre mondiale déjà là. La livraison des chars russes nous promet effectivement des années fort sombres. Merci beaucoup Guy de Lafortelle pour cette chronique. Peut-être vous pouvez revenir sur la façon dont aujourd'hui finalement on gagne de l'argent avec la guerre, aujourd'hui particulièrement. Le transfert, comment on gagne de l'argent, la manière la plus évidente est par l'industrie de l'armement. Il y a énormément de fortunes qui sont faites comme ça. La fortune des JP Morgan s'est faite en vendant des armes défectueuses pendant la guerre de sécession. La famille Rothschild s'est enrichie considérablement pendant les guerres napoléoniennes en finançant. Le JP Morgan Junior s'est à nouveau enrichi considérablement pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous avez tout d'abord le commerce de la guerre. Et la deuxième raison de l'enrichissement, et justement ce que dit Sauvy dans son histoire, c'est la guerre crée de l'inflation et elle ruine les créanciers, elle ruine les épargnants au profit des débiteurs, de tous ceux à qui on fait crédit, de tous ceux qui s'endettent. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous avez aujourd'hui les grandes fortunes qui sont adossées à des grands groupes, qui sont des grands groupes financiers. Les banques sont ceux qui ont des bilans avec parfois énormément de dettes, qui profitent de ce genre de... C'est plus indirect, mais c'est plus massif aussi. On voit par exemple BlackRock qui a déjà des vues sur la reconstruction de l'Ukraine et on comprend tout. Merci beaucoup Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes éditeur financier et rédacteur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.